La grande évasion de Doña Leonor Santos, le scandale du bal masqué. Le grand salon de l'Hôtel Régent de Madrid, noyé sous les diamants et le champagne, était sur le point d'être témoin d'un spectacle inoubliable. Arturo Gallardo, le titan de la finance espagnole, fit signe à l'orchestre d'arrêter la musique. Son sourire, un masque de confiance prédatrice, se fixa sur une femme qui avait la moitié de son âge, Serafina Morales. Il était sur le point de la demander en mariage en direct, devant toute l'élite madrilène, mais Arturo oublia un détail crucial. Son épouse. Il pensait que Léonore était à la maison, vaincue. Il se trompait. Juste au moment où Arturo s'agenouillait, les imposantes portes en chêne de la salle de bal s'ouvrirent à la volée. Ce n'était pas une invitée. C'était Léonore, son épouse, tenant une pile de documents qui non seulement mettraient fin à son mariage, mais démantèleraient tout son empire. Le salon de cristal du Grand Hôtel Régent était une constellation vivante. Ce soir, on célébrait le gala annuel Illumineur, l'événement caritatif phare de Gallardo Capital, et son PDG, Arturo Gallardo, était le soleil autour duquel orbitaient toutes les planètes de la haute société de Madrid. Il était grand, avec un sourire de prédateur et des tempes argentées que les photographes adoraient. Il exsudait un pouvoir presque liquide, une monnaie avec laquelle tout le monde dans la salle commerçait. Et à son bras, enveloppé dans une robe de soirée rouge cramoisie qui défiait autant la gravité que la bienséance, se trouvait Serafina Morales. Elle avait 26 ans, avec des yeux qui gardaient une innocence calculée et un CV qui criait à l'ascension météorique. En 18 mois, elle était passée du poste de stagiaire à celui de vice-présidente des acquisitions. Les murmures le suivaient comme un parfum. « Où est Léonore ?» demanda un cadre bancaire corpulent, Miguel Sanchez, en donnant une tape dans le dos d'Arturo. Le sourire d'Arturo ne vacilla pas. « Léonore, elle se sent un peu indisposée, c'est dommage, mais elle vous envoie ses amitiés. » Il guida Serafina plus loin, sa main posée possessivement sur le bas de son dos. Léonore Vargas n'avait pas été indisposée un seul jour de sa vie. C'était la femme qui avait négocié sa première ronde de financement, alors qu'elle était en train d'accoucher de son fils. Elle était le fantôme dans la machine de Gallardo Capital, l'architecte des fondations sur lesquelles Arturo se dressait maintenant. Mais ce soir, son absence était une décision stratégique. À 21h15, Arturo frappa le bord de sa coupe de champagne avec un couteau en argent. La musique cessa. Le bavardage s'évanouit. Un projecteur le trouva alors qu'il montait sur la petite scène. « Amis, partenaires, famille », commença-t-il, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. « Nous nous réunissons ce soir pour illuminer l'avenir, et en vous regardant tous, je me rends compte que notre avenir n'est rien sans la vérité. Pendant trop longtemps, j'ai vécu dans les ombres de l'obligation. Ce soir, je sors à la lumière, à la vérité, à l'amour. » Un halètement collectif et silencieux parcourut la foule. Ce n'était pas le discours caritatif habituel. « Serafina, » dit-il en lui tendant la main. « Viens ici. » Elle joua la surprise, une main sur la poitrine, l'image de la beauté submergée. Elle glissa vers la scène. « Serafina Morales, » continua Arturo, la voix chargée d'émotion. « Tu m'as montré ce que la vie peut être. Tu es mon avenir. » Il mit la main dans sa poche. La salle explosa en un flash de caméras de smartphones. Il s'agenouilla, révélant une boîte en velours bleu. À l'intérieur brillait un diamant, un obscène diamant jaune canari.
de 2 carats. « Sérafina, veux-tu? » Boum! Les 2 énormes portes en chêne au fond de la salle de bal s'ouvrirent à la volée, frappant les murs de marbre avec la force du tonnerre. Toute la gala se retourna. Encadrée dans l'entrée se tenait Léonore Vargas. Elle ne portait pas de robe de bal. Elle portait un impeccable costume Tom Ford, gris acier, fait sur mesure, ses cheveux relevés en un chignon élégant et sévère. Elle ressemblait moins à une épouse délaissée qu'à un PDG arrivant pour une acquisition hostile. La flanquant, 2 hommes au visage sombre vêtus de costumes foncés. Arturo resta immobile, un genou au sol, la bague en l'air. Le sourire pratiqué de Sérafina fondit en un masque de panique pure et inaltéré. Léonore avança, ses talons résonnant sur le marbre avec le rythme constant et menaçant d'un compte à rebours. Elle ne regarda pas les invités qui chuchotaient, ses yeux fixés comme des lasers sur les 2 figures de la scène. « Je ne l'accepterais pas si j'étais vous, mademoiselle Morales. » La voix de Léonore coupa le silence, claire et froide comme la glace. « Il a été acheté avec des fonds volés au fonds de pension des employés. » Arturo se leva d'un bond. « Léonore, qu'est-ce que cela signifie? Tu te fais honte. » Léonore s'arrêta au pied de la scène. Elle regarda vers le haut, non pas son mari, mais la femme qui essayait de la remplacer. « La bague est belle, Sérafina, mais c'est une preuve, tout comme l'appartement dans le quartier de Salamanca et la McLaren ZTT 20 AS que tu as enregistré au nom de ta mère. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » bégaya Sérafina en reculant. « Vous le saurez, » dit Léonore. Puis elle dirigea son regard vers son mari. La force de celui-ci sembla le pousser physiquement d'un pas en arrière. « Arturo Gallardo, » dit-elle, sa voix tombant dans un calme mortel. « Tu es un voleur, un escroc et un imbécile. » Elle fit un signe de tête à l'un des hommes derrière elle. Il fit un pas en avant et lui tendit un épais porte-document en cuir. Léonore ne le tendit pas à Arturo. Elle le jeta sur la scène, où il atterrit avec un bruit lourd et définitif. « Qu'est-ce que c'est? » lança Arturo, le visage violet de rage. « Ça, » annonça Léonore à toute la salle sans voix. « C'est une ordonnance judiciaire qui gèle chaque actif que tu crois posséder. Tes comptes bancaires, tes actions, cette entreprise, tout est gelé. » « Et ceci? » dit-elle, faisant signe au 2e homme, qui fit un pas en avant tenant un autre jeu de documents. « Ce sont les papiers du divorce. Tu as été notifié, Arturo. Publiquement, tout comme tu prévoyais de m'humilier. » L'exécution publique lors du gala fut la fin d'une guerre de 6 mois que personne ne savait que Léonore menait. Le premier coup de feu avait été tiré un mardi d'avril, 6 mois plus tôt. Ce n'était pas une tache de rouge à lèvres, ce n'était pas un texto suspect. Arturo était négligent, mais pas à ce point. La piste fut, de manière appropriée, financière. Léonore, titulaire d'un MBA de l'ESAD, qui avait géré le portefeuille complexe de sa famille pendant 2 décennies, examinait leur relevé commun Amex. Elle gérait leur vie avec la précision d'un audit d'entreprise. Elle remarqua un débit de Bulgarie de 28 000 €. Il était codé comme cadeau d'entreprise. Elle sentit un frisson froid dans la nuque. Arturo était pathologiquement frugal avec les cadeaux d'entreprise. Il envoyait des stylos gravés et des bouteilles de whisky de milieu de gamme. Jamais, au grand jamais, il n'approuverait un cadeau de 28 000 € sans le mentionner. Elle vérifia l'article. Un bracelet serpente en diamant et émeraude. Léonore s'inclina dans sa chaise en cuir dans sa maison silencieuse et caverneuse du quartier de Salamanca. Son fils, Guillermo, était à l'université de Salamanque. La maison était vide.
espace et silence. Et maintenant, ceci. Elle ne le confronta pas. La confrontation était pour les gens qui voulaient une bagarre. Léonore voulait des informations. Cette nuit-là, elle l'observa. Il rentra tard, sentant le vin cher et un léger parfum floral qui n'était pas le sien. Il lui embrassa la joue, le geste aussi sec et vide qu'une feuille morte. « Dure journée, chérie », avait-il dit en desserrant sa cravate. « Ces nouvelles acquisitions sont une tuerie. »« Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» demanda-t-elle, sa voix parfaitement neutre. « Non, non, tout est juste. Tes chiffres. Toi, détends-toi, tu l'as mérité. » Il lui donna une tape sur l'épaule, un geste qu'on pourrait donner à un animal de compagnie favori, et se dirigea vers l'étage. « Toi, détends-toi », c'était ce qu'il disait beaucoup. Lui, qui avait construit sa carrière sur l'héritage et le cerveau de sa femme, lui tapotait maintenant la tête en lui disant de se détendre. Le lendemain, elle n'appela pas un avocat spécialisé dans les divorces. Elle appela Julien Tormot. Julien n'était pas le genre de détective privé qu'on voit dans les films. C'était un comptable forensique qui avait passé 15 ans à la CNMV avant d'ouvrir un cabinet discret de conseil en risque. Il se spécialisait dans la découverte d'irrégularités financières et personnelles chez les individus à très haut patrimoine. Il était précis, cher et complètement invisible. Ils se réunirent dans un café tranquille du quartier de La Latina, à des kilomètres de leur monde. « Madame Gallardo », dit-il, sans s'embarrasser de politesse. C'était un homme petit et soigné, avec des lunettes à monture métallique. « Mademoiselle Vargas », corrigea-t-elle, c'était son nom, celui de son titre, celui des comptes fiduciaires. Je soupçonne mon mari de commettre une malversation financière contre nos intérêts communs. Je soupçonne aussi qu'il a une liaison. Je crois que les deux choses sont liées. Elle glissa un dossier sur la table. Il contenait le relevé Amex, l'emploi du temps d'Arturo des 3 derniers mois et un nom, Serafina Morales, vice-présidente des acquisitions. Julien Tormot ouvrit le dossier, regarda le débit Bulgarie puis le nom. Il lâcha un petit soupir sec. « Mademoiselle Vargas, la liaison est presque toujours l'apéritif. Le plat principal est la fraude. La jeune femme devient chère. Le mari commence à voir sa femme, la mère de ses enfants, comme une dépense, un problème qu'il faut gérer, puis un passif qu'il faut éliminer. »« M'éliminer », dit Léonore d'une voix inexpressive. « C'est ce qu'il fait. Il va essayer de cacher l'argent, mademoiselle Vargas. Il va créer des sociétés écrans, transférer des actifs, diluer vos actions. Et ensuite il demandera le divorce à contre-cœur, alléguant que l'entreprise est en difficulté, et vous offrira un accord généreux, mais insignifiant. Il vous peindra comme l'épouse dépassée, qui ne comprend pas la pression à laquelle il est soumis. » Léonore sentit une colère froide et dure s'installer dans son estomac. Ce n'était pas la rage passionnée d'une amante trahie. C'était la fureur concentrée d'une PDG dont l'associé essayait de démembrer l'entreprise. « Monsieur Tormot, » dit-elle en se penchant en avant, « je ne veux pas l'attraper. Je veux le démanteler. Je veux savoir où est chaque centime qu'il a volé. Je veux les numéros de compte, les registres de transfert, les actes. Je veux le comment et le où. Je connais déjà le qui et le pourquoi. » Julien Tormot leva enfin les yeux, avec un éclair de profond respect dans le regard. « Ce sera un audit complet. Surveillance financière, numérique et physique. Tout ce qui sera nécessaire, » dit Léonore en se levant. « L'héritage de ma famille n'est pas un fonds pour le caprice de la cinquantaine de mon mari. » Le premier rapport de Julien Tormot arriva 2 semaines plus tard, non pas par courriel, mais sur un disque dur chiffré
livré par un coursier certifié. Léonore le connecta à un nouvel ordinateur portable sans connexion Internet qu'elle avait acheté en espèces. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. C'était pire que ce qu'elle imaginait. La liaison était effrontée. L'équipe de Julien avait été minutieuse. Il y avait des photos d'Arturo et Serafina dans une villa privée à Majorque, un voyage qu'il avait prétendu être une retraite stratégique en solitaire. Il y avait des photos d'eux dînant dans un restaurant de luxe à Barcelone, riant pendant qu'Arturo donnait une cuillerée de caviar à Serafina. Mais la liaison n'était que la vitrine du véritable crime. L'équipe forensique de Julien avait déchiffré le serveur privé d'Arturo. Arturo, dans son arrogance, avait utilisé le même mot de passe faible pour tout. Maestro Victoria était un livre de comptes cachés. Arturo ne dépensait pas seulement prodigalement, il liquidait systématiquement des actifs communs et les transférait vers des sociétés écrans nouvellement constituées. Il y avait SM Holdings LLC à Gibraltar et Gallardo International, une entité des îles Caïmans. SM Holdings, Serafina Morales. Il déplaçait des millions. Il avait vendu un portefeuille d'actions de premier ordre qui était dans la famille de Léonore depuis des générations. Il avait obtenu une seconde hypothèque secrète sur leur propriété dans la Sierra de Madrid. Et alors, Léonore vit l'organigramme. C'était un plan pour une nouvelle entreprise. Cette nouvelle entité, AS Global Arturo Serafina, était structurée pour acquérir les meilleurs actifs de Gallardo Capital pour une bouchée de pain, laissant l'entreprise originale et ses actionnaires, y compris Léonore, avec rien d'autre que des dettes. Il ne prévoyait pas seulement de la quitter. Il prévoyait de la ruiner. Et Serafina n'était pas une stagiaire naïve. Elle était une participante active. Il y avait des courriels d'elle utilisant un compte privé Proton Mail, conseillant Arturo sur quels actifs avaient la plus grande valeur non déclarée et comment structurer les comptes offshore pour éviter l'examen minutieux de la CNMV. C'est elle qui avait identifié le fonds de pension des employés comme surfinancé et mal supervisé, une source parfaite pour un prêt à court terme pour financer leur nouvelle vie. Le bracelet Bulgarie et le diamant jaune canari n'étaient pas des cadeaux. C'étaient des paiements. Léonore ferma l'ordinateur portable, sa respiration superficielle. L'homme avec qui elle avait construit une vie, le père de son fils, était un délinquant ordinaire. L'humiliation de la liaison n'était rien comparé à la rage profonde et glaciale de cette trahison. Il ne trompait pas seulement une épouse, il volait une associée. Elle marcha vers son bureau, une pièce où Arturo n'entrait jamais. Trop de vieux livres, aurait-il reniflé. Elle déverrouilla un coffre-fort caché derrière une peinture de paysage du 19e siècle. Elle sortit un épais document relié en cuir, l'accord fiduciaire Vargas. Son père, Roberto Vargas, avait été un homme astucieux et autodidacte. Quand il mourut, il laissa à Léonore toute sa fortune, mais il avait placé sa participation majoritaire dans sa future entreprise, Gallardo Capital, au sein de ce trust inébranlable. Elle était la seule fiduciaire. Arturo était l'associé gérant, mais n'avait jamais eu la propriété majoritaire. Il ne pouvait pas vendre les actifs principaux de l'entreprise sans sa signature. Ce qui signifiait, elle revérifia les fichiers de Julian, qu'Arturo n'avait pas vendu les actifs de l'entreprise. Il avait vendu leurs actifs personnels communs et avait utilisé des fonds de l'entreprise auxquels il avait accès en tant que PDG. Le fonds de pension, le budget des acquisitions. Il construisait son nouvel empire avec de l'argent volé. Tout cela en croyant que ses actions de contrôle ne vaudraient rien
une fois qu'il aurait mené l'entreprise originale à la faillite. Il l'avait sous-estimée. Il avait oublié le Trust Vargas. Il avait oublié qui elle était. Elle prit le téléphone. Son appel suivant ne fut pas pour Julien. Ce fut pour quelqu'un au sein de l'entreprise. Quelqu'un qu'Arturo sous-estimait presque autant qu'elle. « Marcos, commençons-nous à parler. Je crois qu'on vous prépare à être le bouc émissaire de la plus grande fraude d'entreprise de l'histoire de Gallardo Capital. » Marcos Collado était le directeur financier de Gallardo Capital. Il avait 63 ans. Il portait le même style de costume de El Corte Inglés tous les jours et était dans l'entreprise depuis que le père de Léonore avait fourni le capital initial. Marcos était un homme de livres de comptes, de règles et de loyauté inébranlable. Et Arturo Gallardo le forçait à une retraite anticipée. Au cours des 6 derniers mois, Marcos avait été systématiquement marginalisé. Ses rapports étaient ignorés. Son accès aux comptes clés était redirigé. Ses fonctions étaient transférées silencieusement à la nouvelle et puissante vice-présidente des acquisitions, Serafina Morales. Quand Léonore appela, Marcos était dans son bureau, emballant les photos de son bureau dans un carton. Il accepta de la rencontrer dans un club privé, un club si vieux et poussiéreux qu'il était hors du radar, obsédé par le glamour d'Arturo. Ils s'assirent dans une bibliothèque aux panneaux sombres qui sentaient le vieux cuir et le cirage. « Mademoiselle Vargas, » dit Marcos au visage émacié, « c'est bon de vous voir, mais je crains de ne pas être très utile à qui que ce soit. Arturo fait des changements. » « Il ne fait pas des changements, Marcos, » dit Léonore, plaçant une petite clé USB chiffrée sur la table entre eux. « Il démantèle l'entreprise et prévoit de vous blâmer pour l'effondrement. » Marcos fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous? Il est simplement arrogant. Il est imprudent. »« Ce n'est pas un... c'est un criminel, » interrompit Léonore. « Et sa maîtresse aussi. » Elle lui raconta tout. Les sociétés écrans, les actifs communs volés, le plan pour mener Gallardo Capital à la faillite, et finalement, le livre de comptes cachés qui détaillait le prêt du fonds. De pension des employés. Pendant que Marcos écoutait, son visage passa de sceptique à pâle, puis à un rouge intense et tacheté. Le fonds de pension. Marcos avait géré ce fonds pendant 30 ans. Il contenait les économies pour la retraite de personnes avec qui il avait travaillé toute sa vie d'adulte. Cette gamine, chuchota Marcos, ses mains tremblantes. Serafina Morales. Elle a demandé les 3 derniers audits des pensions. Elle a dit qu'elle cherchait des inefficacités opérationnelles. Je pensais que c'était juste une bêtise de Dembe. C'était un vol, Marcos. Et quand la CNMV enquêtera sur le trou de plusieurs millions, qui pensez-vous qu'Arturo blâmera? La nouvelle petite amie qui l'emmène à Majorque, ou le directeur financier de longue date qui l'a systématiquement marginalisé? Marcos Collado regarda Léonore. Le brouillard de sa retraite vaincue s'évapora, remplacé par une colère froide et juste. « Ce monstre, dit-il, il détruit l'héritage de votre père. Il détruit notre héritage. » « Oui, il le fait, » dit Léonore. « Et c'est là que vous intervenez. J'ai les registres externes. J'ai la surveillance personnelle. Mais j'ai besoin de la mécanique interne. J'ai besoin des vrais livres de compte du serveur, ceux qu'il croit vous avoir cachés. J'ai besoin des autorisations de transfert originales qu'il vous a ordonné de signer, celles que Mademoiselle Morales a contresignées. Pouvez-vous les obtenir? » Marcos s'inclina en arrière, un sourire sombre jouant sur ses lèvres pour la première fois depuis des mois. « Les obtenir, Mademoiselle Vargas. J'ai conçu ce système.
J'ai une clé d'accès en lecture seule, dont Arturo ne connaît même pas l'existence. Je l'ai construite au cas où, un jour, au cas où ceci arriverait. Bien, dit Léonore. Mon équipe juridique est en train d'être réunie. Nous avons un enquêteur privé qui rassemble les données personnelles. Vous êtes la dernière pièce du puzzle, Marcos. Vous êtes l'informateur qui le brûlera de l'intérieur. Il a été tellement occupé à essayer de me mettre à la porte, dit Marcos, les yeux brillants. Il ne s'est jamais arrêté pour penser à ce qui se passerait si je me retournais et que je la fermais derrière lui. Au cours des 4 semaines suivantes, Marcos Collado devint le fantôme de Léonore. Il lui envoyait des paquets de données chiffrées toutes les nuits. Il déterra la preuve ultime et accablante. Arturo n'avait pas seulement prévu de voler dans le fonds de pension. Il l'avait déjà fait. Il avait autorisé un transfert de capital de 50 millions d'euros vers SH Holdings LLC, catégorisé comme un investissement initial dans un nouveau développement technologique. La contre-signature n'était pas celle de Serafina. C'était une falsification numérique de la signature de Marcos Collado. Arturo avait déjà signé l'arrêt de mort de son directeur financier. Léonore garda le fichier. C'était la balle pour le pistolet. Maintenant, elle n'avait besoin que du bon moment pour appuyer sur la gâchette. Léonore avait maintenant une montagne de preuves stupéfiantes à sa portée. Elle avait les photos de l'enquêteur privé, les relevés bancaires à l'étranger, le livre de comptes cachés. Et maintenant, grâce à Marcos, la preuve interne d'une fraude par transfert de 50 millions d'euros. Elle apporta tout à Camila Rodriguez. Camila était l'avocate de divorce et de litige d'entreprise la plus redoutée de New York. Elle ne discutait pas les affaires. Elle les finissait. Elles se réunirent dans une salle de conférence au mur de verre avec vue sur le parc du Retiro. Camila, vêtue d'un élégant costume magenta, examina le dossier final de Marcos, le visage impassible. Elle lut la signature falsifiée, la confirmation du virement bancaire, et regarda finalement Léonore. « Eh bien, dit Camila en fermant l'ordinateur portable, ce n'est plus un divorce, c'est un crime fédéral. Multiple, en fait. Fraude électronique, fraude bancaire, malversation, conspiration. Arturo ne va pas dans un appartement différent, Léonore. Il va en prison. Quel est le plan? Demanda Léonore. Le plan est une attaque tactique, dit Camila. Nous ne déposons pas la demande de divorce. Pas encore. Une demande de divorce l'alerterait. Il accélérerait ses transferts. Il détruirait des preuves et fuirait. Nous allons au tribunal ex parte, sans qu'il soit présent. Nous présentons ces preuves à un juge et demandons une ordonnance de restriction d'urgence. Une ordonnance de restriction temporaire qui gèle tout. Chaque compte, chaque propriété, chaque action. Nous gelons tout simultanément. Nous le programmerons avec une plainte à la CNMV et au parquet. Il se retrouvera sans rien, dit Léonore. Il ne pourra même pas s'acheter une tasse de café, confirma Camila. Mais la synchronisation doit être parfaite. Nous devons le notifier au moment où l'ordonnance judiciaire sera signée. Nous avons besoin qu'il soit dans un lieu public, loin de son bureau, loin d'une déchiqueteuse, loin d'un ordinateur. Léonore hocha la tête lentement, et puis un petit sourire froid apparut sur ses lèvres. « Je connais l'endroit parfait, » dit-elle. 2 jours plus tard, une invitation arriva chez elle. Elle était gravée sur du papier cartonné épais de couleur crème. Gallardo Capital vous invite cordialement au gala Illuminaire au Grand Hôtel Regent. Léonore la regarda. Il sera là, se dit-elle. C'est sa soirée préférée, la seule nuit où il peut jouer
à être Dieu devant tous ses collègues. Ce même jour, Marcos lui envoya un dernier message urgent. « il vient de commander un diamant jaune de 12 carats chez Graff. Ils l'ont envoyé par coursier au bureau. La facture est si stupéfiante. Il va faire quelque chose. » Le sang de Léonore se glaça. Une bague, un gala. Il va la demander en mariage, chuchota-t-elle à la pièce vide. Il va demander sa maîtresse en mariage, avec mon argent, à mon événement, devant toute ma vie. La pure et stupéfiante arrogance de la chose était impressionnante. Il ne prévoyait pas seulement de la quitter. Il prévoyait de la remplacer et de l'humilier publiquement, faisant d'elle l'épouse pathétique et jetée dans un grand geste public. Immédiatement, elle appela Camilla. « Le gala !» dit Léonore. Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une nouvelle et terrible résolution. C'est dans 2 semaines. Il va la demander en mariage au gala. Il y eut une forte inspiration d'air à l'autre bout de la ligne de Camilla. « Wow! C'est un nouveau niveau de sociopathie. Oublie la notification discrète, dit Léonore. Oublie un huissier dans le hall, cela change le plan. Il veut un spectacle public. Il l'aura. Léonore, une confrontation publique peut être compliquée. Ça peut mal tourner. Ça ne tournera pas mal si c'est moi qui ai toutes les cartes, affirma Léonore. Je veux son équipe prête. Je veux l'ordonnance judiciaire présentée à 8 heures du soir, la nuit du gala. Je veux les huissiers attendant dans le hall. Et je veux une copie de chaque document relié en cuir. Que vas-tu faire, Léonore? Il va faire un discours. Il adore faire des discours. Je vais le laisser faire. Je vais le laisser arriver au climax. Et ensuite? Dit Léonore, regardant son reflet dans la fenêtre sombre. Je vais entrer et porter le coup de grâce. Pendant les 2 semaines suivantes, Léonore fut un fantôme. Elle dit à Arturo qu'elle allait à une retraite de bien-être en Andalousie pour se vider l'esprit. Il s'était montré ravi, l'encourageant à prendre tout le temps dont elle avait besoin. « Tu le mérites, chérie. » Elle n'était pas en Andalousie. Elle était dans une salle de guerre au cabinet de Camilla, répétant chaque scénario possible, mémorisant chaque numéro de compte et se préparant pour l'exécution publique finale d'Arturo Gallardo. Le silence dans la salle de bal était absolu. C'était un vide qui absorbait tout l'air et le bruit de la salle. Le seul son fut le choc du porte-document en cuir sur le sol de la scène. Arturo Gallardo, encore rouge de son discours romantique, regarda sa femme. « Léonore, siffla-t-il, tu es ivre. Sécurité, sortez-la d'ici. » « Ils ne peuvent pas, » dit Léonore, sa voix amplifiée par le silence. « Parce qu'ils ne travaillent pas pour vous depuis 21h17. » Elle regarda délibérément la montre Cartier qu'ils lui avaient offerte pour leur 20e anniversaire. Par ordonnance d'urgence du tribunal supérieur de justice, tous les biens personnels et professionnels de M. Gallardo sont gelés. Une nouvelle vague de halètement. C'était mieux que le théâtre. « Et, » continua Léonore, faisant un pas de plus vers la scène, « en tant qu'actionnaire majoritaire de Gallardo Capital, je le mets en suspension immédiate, sans salaire, de manière administrative, dans l'attente d'une enquête pénale complète. Actionnaire majoritaire. Tu es... » Arturo rit, un son aigu et paniqué. « Tu délires. Je suis Gallardo Capital. » « Tu t'es toujours trompé là-dessus, Arturo, » dit Léonore. Elle se tourna, s'adressant non pas à lui, mais aux membres du conseil et aux investisseurs, assis aux tables de devant. Miguel Sanchez, le banquier de tout à l'heure, semblait avoir avalé sa fourchette. « Beaucoup d'entre vous connaissent tout mon père, Roberto Vargas.
Quand il a fourni le capital initial pour fonder cette entreprise, il a placé ma participation de contrôle de 51% dans un trust inébranlable. Un trust dont je suis la seule fiduciaire. Elle se tourna vers Arturo, dont le visage était devenu d'un blanc pâle maladif. Il le savait. Il savait qu'elle avait raison. Tu ne pouvais pas toucher à mes actions, Arturo. Alors tu as décidé de ruiner l'entreprise à laquelle elles étaient liées. Tu as décidé de voler. Tu pensais que j'étais trop occupé avec des ventes aux enchères caritatives et des fêtes dans le jardin pour m'en rendre compte. Elle regarda Serafina, qui pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Vous, mademoiselle Morales, étiez sa complice. S.H. Holdings, L.A. Lelotte, enregistré à Gibraltar. Cela vous dit quelque chose? Louis, je l'aimais, cria Serafina. Vous aimiez les 50 millions d'euros qu'il a transférés à votre société Écran, lança Léonore. Les 50 millions d'euros qu'il a volés directement au fonds de pension des employés de Gallardo Capital, le fonds qui contient la retraite de vos propres collègues. La salle explosa. Ce n'était pas juste de l'infidélité, c'était une trahison envers tous. « C'est un mensonge !» rugit Arturo, trouvant enfin sa voix. Il pointa un doigt tremblant vers sa femme. C'est une femme vengeresse et délaissée. Elle ment. « Je mens ?» demanda Léonore. Elle mit la main dans la veste de son costume et sortit une seule feuille de papier pliée. Elle la déplia et la tint en l'air. « Ceci est l'autorisation de transfert de Gallardo Capital à S.H. Holdings, et ceci, dit-elle en pointant le bas, est la signature. Arturo a essayé d'être astucieux. Il n'a pas falsifié son propre nom. Il a falsifié le nom de son directeur financier, Marcos Collado. » Au fond de la salle de bal, une autre figure sortit de l'ombre. Marcos Collado, paraissant 10 ans plus jeune, avança. « Et Monsieur Collado, dit Léonore, est juste là, prêt à témoigner qu'il n'a jamais vu ni autorisé ce transfert. » Arturo regarda de Léonore à Marcos. Le piège était complet. Il était cerné. « C'est, bégaya-t-il, c'est un malentendu, un litige d'entreprise. C'est une affaire privée. » « Tu l'as rendu public quand tu t'es agenouillé, dit Léonore. Tu voulais lui demander sa main. Tu voulais lui donner une bague. S'il te plaît, Arturo, donne-lui la bague. » Arturo regarda la bague en diamant jaune dans sa main, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle ressemblait à un charbon ardent. « Donne-la lui, » ordonna Léonore. « Ou dois-je le faire moi-même? » C'est la pièce à conviction A dans l'affaire de la CNM contre vous deux. L'achat a été fait depuis un compte joint que j'ai personnellement gelé il y a 1 heure. Le chèque va être refusé. Serafina laissa échapper un petit gémissement animal. Elle regarda la bague, puis Arturo. L'amour dans ses yeux était parti, remplacé par une terreur reptilienne froide. Elle sortit en courant de la scène et, tenant sa robe cramoisie, s'enfuit de la salle de bal. Arturo Gallardo était seul sur scène, le projecteur encore sur lui, la bague toujours dans sa main. Léonore monta les marches. Elle se tint face à lui, suffisamment près pour sentir la sueur et le vin cher dans son haleine. Il tremblait. « C'est fini, Arturo » chuchota-t-elle seulement pour ses oreilles. « Toi, sorcière » siffla-t-il, son visage un masque de haine. « Tu m'as ruiné » Léonore se pencha. « Tu t'es ruiné toi-même. Moi, j'ai juste allumé la lumière. » Elle se tourna vers la foule, son calme parfait. « Mes excuses pour l'interruption. S'il vous plaît, profitez du dessert. Gallardo Capital, ou plutôt Vargas Capital, communiquera demain une déclaration complète. Bonne soirée. » Elle descendit de la scène. Elle passa devant les huissiers
qui remettait maintenant les papiers du divorce à son mari atterré et détruit. Et elle ne regarda plus en arrière. La gala fut l'exécution publique, mais le mariage était mort depuis une décennie. La véritable histoire n'était pas seulement à propos des crimes récents d'Arturo. C'était à propos d'un ressentiment de 20 ans qui avait finalement éclaté. Leonor Vargas et Arturo Gallardo s'étaient rencontrés à l'ESAD. Elle était la fille calme et brillante d'un investisseur autodidacte. Il était le boursier avec une ambition féroce et un charisme qui pouvait charmer un serpent. Quand le père de Leonor, Roberto Vargas, mourut, il laissa à Leonor toute sa fortune. Mais il avait vu la fin chez Arturo. Il ne lui faisait pas confiance. Son testament fut son dernier acte de protection. « Tes actions dans l'entreprise que nous construisons, avait-il dit à Leonor sur son lit de mort, sont dans le Trust Vargas. Tu es la fiduciaire. Arturo peut être le PDG, le visage, le faiseur d'argent. Il peut vous rendre toutes les deux plus riches que Dieu. Mais il ne pourra jamais posséder la majorité. Il peut gérer ton argent, Leonor. Mais il ne pourra jamais contrôler ton pouvoir. Ne dissous jamais, au grand jamais, ce trust. Pendant 20 ans, Arturo avait essayé. Au début, c'était avec des flatteries. Chérie, c'est juste une formalité. Cela rendrait notre situation fiscale beaucoup plus simple si nous fusionnions nos actifs. Dans les années intermédiaires, ce fut la frustration. C'est insultant, Léonore. C'est comme si tu ne me faisais pas confiance. Nous sommes mariés. Nous sommes partenaires. Au cours des 5 dernières années, ce fut une rage froide et à peine dissimulée. Ce maudit trust, c'est une relique, ça me freine. Ça freine l'entreprise. Ce qu'il voulait dire, c'est que ça le freinait pour la laisser sans argent. Léonore était toujours restée ferme, non parce qu'elle le soupçonnait, mais par loyauté envers les désirs de son père. C'est pour l'avenir de Guillermo, Arturo. C'est protégé. Le ressentiment d'Arturo envers le Trust Vargas, envers son nom, envers son inexpugnable pouvoir de 51%, fut le cancer. Au cœur de son mariage, il se sentait comme un employé, un gérant brillamment payé pour l'argent de la famille et de sa femme. Il voulait quelque chose qui soit à lui. Serafina Morales fut son opportunité. Elle ne caressa pas seulement son ego. Elle caressa son ressentiment. Elle valida sa croyance que Léonore était une ancre. Elle est de la vieille garde, Arturo, lui avait chuchoté Serafina dans cette villa de Majorque, un chuchotement que le microphone de Julien Tormaux avait capté. Elle ne comprend pas. Tu es le génie. Tu as construit ça. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui soit juste à nous. Tu dois juste être assez courageux pour prendre ce qui te revient. Alors il commença à voler. Il commença par leur compte joint que Léonore lui avait bêtement permis de gérer. Il passa à l'utilisation d'actifs de l'entreprise. Il pouvait contrôler les budgets opérationnels, les comptes de dépenses en capital. Et sa dernière erreur fatale fut le fonds de pension. Il le vit comme une tirelire de 100 millions d'euros. Lui, avec les conseils de Serafina, crut qu'il pourrait l'emprunter, construire son nouvel empire et ensuite le rembourser avant le prochain audit. Jamais, même dans 1 million d'années, il ne crut que Léonore, son épouse calme et dépassée, serait celle qui mènerait l'audit elle-même. Il avait oublié qui elle était. Il oublia qu'elle avait le même sang que Roberto Vargas. Il oublia que c'était elle qui avait rédigé les statuts originaux de l'entreprise, statuts qui donnaient à l'actionnaire majoritaire, en cas de malversation prouvée du PDG, le droit d'assumer le contrôle immédiat. Les actifs avec lesquels entra Léonore n'étaient pas seulement les papiers du divorce. C'était l'accord fiduciaire Vargas original,
les votes par procuration de Marcos Collado et de 2 autres membres du conseil que Marcos avait convaincus, et l'ordonnance judiciaire scellée par le tribunal. Elle n'entra pas seulement avec la preuve de son infidélité. Elle entra comme sa nouvelle patronne, juste le temps nécessaire pour le virer avant de devenir la seule propriétaire des ruines. L'aube du 5 novembre ressemble moins à un nouveau jour qu'à une détonation globale. Le monde financier était en feu. Les téléphones ne cessaient de sonner. Les salles des marchés bourdonnaient. Et toutes les principales informations ouvraient avec l'histoire. El Economista fut brutal et précis. Le cœur noir de Gallardo, PDG destitué lors de son propre gala au milieu de 50 accusations de fraude ininterrompues. El Mundo, dans son style typique, fut encore plus viscéral, avec une photo pleine page de Serafina fuyant la salle de bal. Le titre: Proposition interrompue. La maîtresse fuit. L'épouse gèle l'empire. Arturo Gallardo avait passé la nuit dans une cellule de détention de 3 mètres sur 2. Une chute impressionnante depuis son penthouse de 1000 mètres carrés. Quand il fut enfin libéré sous une caution de 10 millions d'euros, une somme qu'il n'avait aucun moyen de payer, il rencontra le premier goût réel de sa nouvelle réalité. Il essaya d'utiliser sa carte d'entreprise de Gallardo Capital pour payer le taxi qui l'avait attendu. Refusé. Il essaya son Amex personnel. Refusé. Ses actifs étaient si complètement et immédiatement gelés qu'il devint instantanément un paria. C'était un milliardaire avec moins d'argent en poche que le vendeur de hot dog du coin. Il dut emprunter 5 € à son propre avocat juste pour retourner dans un appartement qui n'était plus le sien. Serafina Morales était en pire posture. Elle n'était pas seulement une maîtresse délaissée. Elle était une co-conspiratrice nommée. Une hypothèque judiciaire avait été placée sur son appartement à Salamanque. La McLaren fut saisie dans le garage de sa mère et ses comptes bancaires personnels, gonflés par l'argent volé d'Arturo, furent gelés comme produit du crime. Elle était piégée sans argent, sans alliés, et avec une accusation fédérale au tournant. À 9 heures précises du matin, Léonore Vargas entra dans la salle du conseil du 40e étage de ce qui, pour quelques heures encore, était Gallardo Capital. L'ambiance qu'elle trouva était de panique pure et inaltérée. Les membres restants du conseil d'administration, une collection d'hommes et de femmes au visage gris qui avaient approuvé les décisions d'Arturo pendant une décennie, étaient déjà réunis. Ils étaient là depuis 7 heures du matin, recroquevillés de peur, leurs Blackberries et iPhones vibrant sur la table en acajou poli. Ils n'étaient pas seulement inquiets pour l'entreprise, ils étaient inquiets pour leur propre responsabilité. Ils se demandaient si leur nom était dans la plainte de la CNMV. Quand Léonore entra, le bavardage cessa. Elle était flanquée de Camila Rodriguez, qui portait une pile de nouveaux classeurs juridiques, et de Marcos Collado, qui ne ressemblait pas à un homme emballant son bureau, mais à un général reprenant une colline. Léonore portait un simple et puissant tailleur-pantalon bleu marine. Elle semblait reposée, calme et totalement en contrôle. Elle marcha jusqu'au bout de la table, le siège d'Arturo, et posa son porte-document. Elle ne s'assit pas. « Bonjour, mesdames et messieurs, » dit-elle, sa voix coupant l'air vicié et craintif. Jem Pérez, le membre du conseil avec le plus d'ancienneté, s'éclaircit la gorge. « Léonore, mon Dieu, c'est une catastrophe, une complète. Nous avons besoin d'un plan. Nous avons besoin d'engager une équipe de crise. Trouver un PDG intérimaire, peut-être, quelqu'un de l'extérieur. » « Ce ne sera pas nécessaire, » dit Léonore. « Maintenant, Léonore,
avec tout le respect que je vous dois, insista Pérez. C'est une crise de plusieurs milliards. Nous avons besoin d'une main expérimentée au volant. Non, nous avons besoin d'un plan pour vendre l'entreprise par morceaux maintenant, avant que le parquet ne la déchire. Léonore le regarda avec un regard si froid qu'il sembla faire baisser la température dans la salle. « Monsieur Pérez, j'ai été la première analyste que cette entreprise a eue. J'ai négocié notre première ligne de crédit alors qu'Arturo apprenait encore à nouer une cravate Windsor. Je couvrais notre exposition aux devises pendant que vous approuviez ces notes de frais. La main expérimentée que vous cherchez, celle qui aurait dû être au volant, est celle qui vient de sauver cette entreprise de la main expérimentée que vous avez tous approuvée au cours des 5 dernières années. » La bouche de Pérez se referma d'un coup. « J'assume la charge de PDG intérimaire à partir du vote d'urgence par procuration d'hier soir. » Elle fit un signe de tête à Marcos. « Ce n'est pas une discussion. Voici les étapes suivantes. » Elle les exposa avec la précision d'un chirurgien. Premièrement, nous n'allons pas lutter contre la CNMV ni le parquet. Nous les accueillons. Nous serons transparents, immédiats et totalement coopératifs. Marcos supervisera un audit interne complet pour les aider. Nous purger la pourriture, nous ne la cachons pas. Deuxièmement, continua-t-elle, nous présenterons des poursuites civiles contre Arturo Gallardo et Serafina Morales pour récupérer chaque centime des 50 millions d'euros. Cependant, nos employés n'attendront pas cela. Le fonds de pension sera compensé dans sa totalité à partir d'aujourd'hui. Une autre membre du conseil, une femme nommée Sarah, sembla confuse. Compenser avec quoi? Les actifs de l'entreprise sont gelés? Ils le sont, opina Léonore. C'est pourquoi je vais compenser le fonds avec mes actifs personnels. Le Trust Vargas couvrira la perte de 50 millions d'euros à partir de midi. La retraite de nos employés est sûre. Ce n'est pas et ne sera jamais négociable. La salle retint son souffle à l'unisson. Ce n'était pas juste un coup d'entreprise. C'était une déclaration de pouvoir et d'intégrité absolue. Elle ne sauvait pas seulement l'entreprise. Elle la garantissait personnellement. D'un seul mouvement, elle trancha toute discussion sur la solvabilité et le leadership. Troisièmement, dit-elle, Gallardo Capital est morte. La marque est toxique et, franchement, c'est un mensonge. Nous nous restructurerons et changerons de nom. À partir d'aujourd'hui, nous sommes Vargas Collado Inversions, un nom qui reflète les véritables partenaires dans cette firme. Elle regarda Marcos, qui hocha la tête sombrement. La nouvelle ère avait commencé. Cet après-midi-là, alors que Léonore signait l'autorisation pour transférer ses propres 50 millions à Camila Rodriguez, elle entra dans son nouveau bureau, l'ancien bureau d'Arturo, et ferma la porte. « Tu ne vas pas le croire, » dit Camila avec une note de dégoût fatigué dans la voix. « Je viens de recevoir un appel du nouvel avocat de Serafina Morales. Elle joue sa dernière carte. » Léonore leva les yeux du bureau. « Laquelle? »« La plus vieille du manuel, » dit Camila. « Mademoiselle Morales se trouve dans un état délicat. Elle affirme qu'elle est enceinte du fils d'Arturo Gallardo. Elle est prête à se battre pour le droit légitime d'elle et de son enfant à naître au patrimoine Gallardo. » Léonore resta silencieuse pendant 10 secondes complètes. Elle ne semblait pas en colère. Elle ne semblait pas surprise. Elle semblait déçue. « C'est un mensonge, » dit Léonore simplement. « Tu ne le sais pas, » avertit Camila. « Ça complique la saisie des actifs et elle est... »« Oh, si, je le sais, » répliqua Léonore, avec une froideur définitive dans sa voix. Parce que le rapport de Julian Tormo était très, très minutieux.
Il n'a pas seulement obtenu des dossiers financiers, il a obtenu des dossiers médicaux. Serafina Morales a pris des contraceptifs à haute dose, prescrits et récupérés dans une pharmacie de Chambéry tous les mois au cours des 2 dernières années. Elle n'est pas enceinte. Elle est juste désespérée. Camilla resta à la regarder. Puis elle lâcha un sifflement bas. « Tu es effrayante. J'adore ça. Quelles sont tes instructions? » Léonore s'inclina en arrière dans sa nouvelle chaise. « Rappelle-le. Dis-lui que c'est avec plaisir, avec enthousiasme, que nous paierons une analyse de sang ordonnée par le tribunal d'un médecin de notre choix. Et pendant que tu l'as, rappelle-lui que le parjure, la présentation d'une fausse réclamation et la tentative d'utiliser une grossesse inexistante dans une affaire de fraude fédérale pourraient ajouter quelques chefs d'accusation de plus à l'acte d'accusation de Mademoiselle Morales. Obstruction à la justice, peut-être? Voyons à quel point elle se sent courageuse alors. Camilla sourit. Considère que c'est fait. L'affirmation de grossesse fut formellement et définitivement retirée 1 heure plus tard. Les 6 mois qui suivirent le gala ne furent pas une célébration. Ce furent une guerre menée sur 2 fronts. Dans la salle du conseil, Léonore, avec Marcos Collado comme son inébranlable président, mena une campagne de stabilisation. Elle fut impitoyable dans son efficacité. Elle coupa personnellement les projets de vanité d'Arturo, appela tous les principaux investisseurs pour restaurer la confiance et changea le nom de toute la firme. Vargas Collado Inversiones ressurgit des cendres de Gallardo Capital, plus transparente et, à la surprise de la Bourse de Madrid, plus rentable. Elle n'était pas juste une remplaçante. Elle était une leader née, finalement libérée. Le second front fut la salle du tribunal. Le divorce et les procès pénaux furent établis sur des voies rapides parallèles. Serafina Morales fut la première à craquer. L'image de la séductrice brillante avait disparu, remplacée par une jeune femme terrifiée dans un costume mal ajusté. Ses avocats chers étaient partis depuis longtemps, remplacés par un défenseur public stressé. Le diamant de 2 carats avait été saisi. Son appartement était en saisie hypothécaire et la réalité d'une accusation fédérale était un mur froid et dur. Elle ne pouvait pas charmer pour s'en sortir. Face à une décennie de prison comme co-conspiratrice d'Arturo, elle accepta le seul accord que Camilla Rodriguez et le parquet lui offrirent. Elle plaiderait coupable. Elle remettrait chaque texto, chaque courriel secret, chaque note vocale accablante qu'elle avait d'Arturo et témoignerait contre lui. En échange d'une coopération substantielle, elle obtiendrait une peine réduite. Son témoignage fut un chef-d'œuvre d'autopréservation. Elle pleura, peignant Arturo comme un monstre manipulateur qui avait profité de son ambition, qui lui avait promis le monde tout en l'incriminant pour ses crimes. Elle admit son rôle dans l'identification du fonds de pension, mais affirma qu'elle pensait que c'était une stratégie d'investissement à court terme légale. Personne ne la crut, mais cela n'importait pas. Sa preuve fut le clou dans le cercueil d'Arturo. Elle fut condamnée à 2 ans dans une prison fédérale de sécurité minimale, suivie de 5 ans de liberté conditionnelle et une ordonnance de restitution de 50 millions d'euros, une somme qu'elle ne pourrait jamais payer. Puis vint le tour d'Arturo. Son équipe juridique fut agressive, essayant de brouiller les pistes. D'abord, à l'audience de divorce, son avocat argua que le mariage était un partenariat de 20 ans et que le Trust Vargas était une fiction juridique conçue pour frauder un conjoint travailleur de sa part légitime. Il peignit Léonore comme une aristocrate froide et passive. Camilla Rodriguez le laissa parler pendant presque 1 heure. Puis elle se leva. « Votre honneur, l'avocat de M. Gallardo est éloquent, dit-elle,
mais il semble avoir oublié 2 documents clés. Elle produisit le Trust Vargas, son langage aussi blindé que Roberto Vargas l'avait prétendu, et ensuite elle produisit l'accord prénuptial. Cet accord prénuptial, dit Camilla, a été rédigé en 1999. Il n'a pas été rédigé par ma cliente. Il a été rédigé et exigé par M. Arturo Gallardo lui-même. Un murmure parcourut le tribunal. Arturo, à la table de la défense, se raidit. Camilla continua. M. Gallardo, à l'époque, croyait qu'il serait le milliardaire et voulait protéger ses futurs actifs de son épouse. Les actifs détenus dans des trusts prénuptiaux, y compris, entre autres, le Trust Vargas, resteront la propriété unique et séparée du bénéficiaire désigné, indépendamment de la durée du mariage. Le juge regarda par-dessus ses lunettes l'avocat d'Arturo. « Êtes-vous en train d'argumenter contre le propre brouillon juridique de votre client? » Le divorce fut finalisé en moins de 10 minutes. Arturo Gallardo se vit adjuger ses effets personnels et 2 tableaux qu'il avait achetés avec une carte de crédit non conjointe. Il sortit de cette audience avec rien d'autre que le costume qu'il portait. Son procès pénal fut encore plus rapide. La combinaison du témoignage détaillé et larmoyant de Serafina et des livres de contes calmes et précis de Marcos Collado fut dévastatrice. Le parquet exposa l'affaire, la signature falsifiée, le transfert, la société écran. Le mobile, le jury délibéra pendant exactement 45 minutes. Quand ils revinrent, Léonore était assise au dernier rang. Elle n'avait pas assisté au reste du procès, mais elle serait là pour la fin. Sur le chef d'accusation de fraude électronique, comment jugez-vous? Coupable. Sur le chef d'accusation de malversation d'un fonds de pension d'employés, comment jugez-vous? Coupable. Sur le chef d'accusation de conspiration, comment jugez-vous? Coupable. À chaque coupable, Arturo sembla rétrécir. Il ne rugit ni ne protesta. Il fit un petit son étouffé, comme un ballon se dégonflant, et s'effondra dans sa chaise. À l'audience de sentence, 1 semaine plus tard, il tenta une dernière performance. Il se leva. Son costume cher semblait maintenant 2 tailles trop grand, ses cheveux sans éclat. « Votre honneur! J'ai construit un empire. J'ai commis une erreur du cœur. Je suis tombé amoureux et j'ai perdu mon chemin. Mais je ne suis pas un criminel. » La juge, une femme censée nommée juge Elena Santos, le fixa, le visage impassible. Quand il eut fini, elle retira ses lunettes. « Monsieur Gallardo, vous n'êtes pas un bâtisseur. Vous êtes un preneur. Vous avez pris l'héritage de votre épouse et l'avez appelé le vôtre. Vous avez pris sa confiance et l'avez appelé une insulte. Vous avez pris l'argent de la retraite de vos employés pour acheter des diamants pour votre maîtresse. Vous êtes un homme d'une arrogance profonde et stupéfiante et de 0 caractère. Vous n'avez pas commis une erreur du cœur. Vous avez commis une fraude calculée de plusieurs millions d'euros contre tous ceux qui ont un jour eu confiance en vous. » Elle remit ses lunettes. « Par la présente, vous êtes condamné à 18 ans dans une prison fédérale. » Le marteau résonna. Tout le monde debout, Léonore observa comment 2 huissiers s'avancèrent. Ils disaient à Arturo de mettre les mains dans le dos et lui mettaient les menottes. Elle le vit être emmené au loin. Son visage, un masque gris de défaite. Elle se sentit tranquille. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas de la tristesse pour l'homme qu'elle avait un jour aimé. Cet homme avait été un fantôme pendant une décennie. Ce n'était même pas de la pitié. C'était juste la fin du bruit. La fin de la bagarre de 20 ans. La fin des mensonges. La fin du ressentiment. C'était un audit. Une partie finale close et soldée. Elle se leva et sortit du tribunal seule,
vers le flash aveuglant des caméras sur les marches du palais de justice. Une meute de reporters se rua. « Mademoiselle Vargas? Mademoiselle Vargas? Comment vous sentez-vous? Allez-vous vendre l'entreprise, Léonore? Qu'avez-vous à dire à Arturo Gallardo? » La vieille Léonore se serait cachée. Elle aurait fui vers une voiture. La nouvelle Léonore s'arrêta. Elle se tint en haut des marches, équilibrée et intouchable. « Vargas Collado Inversiones », dit sa voix claire et audible au-dessus du vacarme, vient d'enregistrer son meilleur trimestre en 5 ans. Nous ne vendons pas, nous embauchons. Elle leur dédia un petit sourire authentique, le premier depuis des années. L'avenir est brillant. Elle descendit les marches. Les reporters s'écartèrent pour elle. Bing! Une nouvelle et élégante Bentley argentée, une qu'elle s'était achetée elle-même, s'arrêta sur le trottoir. Le chauffeur lui ouvrit la porte. Son fils, Guillermo, qui avait pris l'avion pour la sentence, attendait à l'intérieur. Il lui prit la main, ses yeux pleins d'un respect nouveau et profond. « Tu l'as fait, maman », chuchota-t-il. Léonore Vargas entra dans la voiture. Elle ne regarda pas vers le tribunal, vers le cirque qu'elle laissait derrière elle, ni vers l'homme qui était maintenant juste un numéro dans un système fédéral. La voiture s'inséra silencieusement dans la circulation et elle s'éloigna vers sa nouvelle vie. Une vie qui finalement et complètement était la sienne. Et ainsi, Léonore Vargas démontra que la personne la plus dangereuse est celle que tout le monde sous-estime. Elle ne s'est pas seulement mise en colère, elle a tout obtenu. Arturo a construit son château de cartes sur ses fondations et a oublié qu'elle était toujours propriétaire du terrain. Prenez un moment pour réfléchir. Interaction avec le public. Cette histoire est un rappel puissant. Connaissez votre valeur, connaissez vos affaires et ne permettez jamais, au grand jamais, que personne ne confonde votre bonté avec de la faiblesse. Qu'avez-vous pensé de la vengeance ultime de Léonore? Était-ce trop froid ou était-ce une justice parfaitement calculée? Feriez-vous la même chose? Faites-moi savoir votre opinion dans les commentaires. Si vous avez adoré cette histoire de drame, de karma et d'une femme récupérant son pouvoir, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de drames incroyables de la vie réelle chaque semaine. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un seul moment de la chute. Merci d'avoir écouté.